Bonjour. Aujourd'hui, un roman d'Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Et si vous aimez mes lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Merci. Chapitre 2. Les camarades. Quelques camarades, dont Mermoz, fondèrent la ligne française de Casablanca à Dakar, à travers le Sahara insoumis. Les moteurs d'alors ne résistant guère, une panne livra Mermoz aux morts. Ils hésitèrent à le massacrer, le gardèrent 15 jours prisonnier, puis le revendirent. Et Mermoz reprit ses courriers au-dessus des mêmes territoires. Lorsque s'ouvrit la ligne d'Amérique, Mermoz, toujours à l'avant-garde, fut chargé d'étudier le tronçon de Buenos Aires à Santiago, et après un pont sur le Sahara, de bâtir un pont au-dessus des Andes. On lui confia un avion qui plafonnait à 5200 mètres. Les crêtes de la cordillère s'élèvent à 7000 mètres. Et Mermoz décolla pour chercher des trouées. Après le sable, Mermoz affronta la montagne. Ces pics qui, dans le vent, lâchent leur écharpe de neige. Ce pâlissement des choses avant l'orage. Ces remous si durs qui, subis entre deux murailles de roc, obligent le pilote à une sorte de lutte au couteau. Mermoz s'engageait dans ces combats sans rien connaître de l'adversaire, sans savoir si l'on sort en vie de telles étreintes. Mermoz essayait pour les autres. Enfin, un jour, à force d'essayer, il se découvrit prisonnier des Andes. Échoué à 4000 mètres d'altitude, sur un plateau aux parois verticales, son mécanicien et lui cherchèrent pendant 2 jours à s'évader. Ils étaient pris. Alors ils jouèrent leur dernière chance, lancèrent l'avion vers le vide, rebondirent durement sur le sol inégal jusqu'au précipice où ils coulèrent. L'avion, dans la chute, prit enfin assez de vitesse pour obéir de nouveau aux commandes. Mermoz le redressa face à une crête, toucha la crête et, l'eau fusant de toutes les tubulures crevées dans la nuit par le gel, déjà en panne après 7 minutes de vol, découvrit la plaine chilienne sous lui comme une terre promise. Le lendemain, il recommençait. Quand les Andes furent bien explorées, une fois la technique des traversées bien au point, Mermoz confia ce tronçon à son camarade Guillaumet et s'en fut explorer la nuit. L'éclairage de nos escales n'était pas encore réalisé, et sur les terrains d'arrivée, par nuit noire, on alignait en face de Mermoz la maigre illumination de 3 feux d'essence. Il s'en tira et ouvrit la route. Lorsque la nuit fut bien apprivoisée, Mermoz essaya l'océan. Et le courrier, dès 1931, fut transporté pour la première fois, en 4 jours, de Toulouse à Buenos Aires. Au retour, Mermoz subit une panne d'huile, au centre de l'Atlantique Sud et sur une mer démontée. Un navire le sauva, lui, son courrier et son équipage. Ainsi Mermoz avait défriché les sables, la montagne, la nuit et la mer. Il avait sombré plus d'une fois dans les sables, la montagne, la nuit et la mer. Et quand il était revenu, ça avait toujours été pour repartir. Enfin, après 12 années de travail, comme il survolait une fois de plus l'Atlantique Sud, il signala par un bref message qu'il coupait le moteur arrière droit. Puis le silence se fit. La nouvelle ne semblait guère inquiétante et, cependant, après 10 minutes de silence, tous les postes radio de la ligne, de Paris jusqu'à Buenos Aires, commencèrent leur veille dans l'angoisse. Car si 10 minutes de retard n'ont guère de sens dans la vie journalière, elles prennent dans l'aviation postale une lourde signification. Au cœur de ce temps mort, un événement encore inconnu se trouve enfermé. Insignifiant ou malheureux, il est désormais révolu. La destinée a prononcé son jugement et, contre ce jugement, il n'est plus d'appel. Une main de fer a gouverné un équipage vers l'amérissage sans gravité ou l'écrasement. Mais le verdict n'est pas signifié à ceux qui attendent. Lequel d'entre nous n'a point connu ces espérances de plus en plus fragiles, ce silence qui empire de minute en minute comme une maladie fatale? Nous espérions, puis les heures se sont écoulées et, peu à peu, il s'est fait tard. Il nous a bien fallu comprendre que nos camarades ne rentreraient plus, qu'ils reposaient dans cet Atlantique Sud dont ils avaient si souvent labouré le ciel. Mermoz, décidément, s'était retranché derrière son ouvrage, pareil au moissonneur qui, ayant bien lié sa gerbe, se couche dans son champ. Quand un camarade meurt ainsi, sa mort paraît encore un pacte qui est dans l'ordre du métier, et tout d'abord blesse peut-être moins qu'une autre mort. Certes, il s'est éloigné, celui-là, ayant subi sa dernière mutation d'escale, mais sa présence ne nous manque pas encore en profondeur comme pourrait nous manquer le pain. Nous avons en effet l'habitude d'attendre longtemps les rencontres, car ils sont dispersés dans le monde, les camarades de ligne, de Paris à Santiago du Chili, isolés un peu comme des sentinelles qui ne se parleraient guère. Il faut le hasard des voyages pour rassembler, ici ou là, les membres dispersés de la grande famille professionnelle. Autour de la table d'un soir, à Casablanca, à Dakar, à Buenos Aires,
On reprend après des années de silence ces conversations interrompues. On se renoue aux vieux souvenirs. Puis l'on repart. La terre ainsi est à la fois déserte et riche. Riche de ces jardins secrets, cachés, difficiles à atteindre, mais auxquels le métier nous ramène toujours, un jour ou l'autre. Les camarades, la vie peut-être nous en écarte, nous empêche d'y penser beaucoup, mais ils sont quelque part, on ne sait trop où, silencieux et oubliés, mais tellement fidèles. Et si nous croisons leur chemin, ils nous secouent par les épaules avec de belles flambées de joie. Bien sûr, nous avons l'habitude d'attendre. Mais peu à peu nous découvrons que le rire clair de celui-là, nous ne l'entendrons plus jamais. Nous découvrons que ce jardin-là nous est interdit pour toujours. Alors commence notre deuil véritable, qui n'est point déchirant, mais un peu amer. Rien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est vain si l'on plante un chêne d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. Ainsi va la vie. Nous nous sommes enrichis d'abord, nous avons planté pendant des années, mais viennent les années où le temps défait ce travail et déboise. Les camarades, un à un, nous retirent leur ombre, et à nos deuils se mêle désormais le regret secret de vieillir. Telle est la morale que Mermoz et d'autres nous ont enseignée. La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir des hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui de relations humaines. En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille de vivre. Si je cherche dans mes souvenirs ceux qui m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures qui ont compté, à coup sûr je retrouve celles que nulle fortune ne m'eût procurées. On n'achète pas l'amitié d'un Mermoz, d'un compagnon que les épreuves vécues ensemble ont lié à nous pour toujours. Cette nuit de vol et ses 100 000 étoiles, cette sérénité, cette souveraineté de quelques heures, l'argent ne les achète pas. Cet aspect neuf du monde après l'étape difficile, ces arbres, ces fleurs, ces femmes, ces sourires fraîchement colorés par la vie qui vient de nous être rendus à l'aube, ce concert de petites choses qui nous récompensent, l'argent ne les achète pas. Ni cette nuit vécue en dissidence et dont le souvenir me revient. Nous étions 3 équipages de l'aéropostale échoués à la tombée du jour sur la côte de Rio de Oro. Mon camarade Rigel s'était posé d'abord, à la suite d'une rupture de bielle. Un autre camarade, Bourga, avait atterri à son tour pour recueillir son équipage, mais une avarie sans gravité l'avait aussi cloué au sol. Enfin j'atterris, mais quand je survins, la nuit tombait. Nous décidâmes de sauver l'avion de Bourga, afin de mener à bien la réparation, d'attendre le jour. Une année plus tôt, nos camarades Gourp et Érable, en Panicie, exactement, avaient été massacrés par les dissidents. Nous savions qu'aujourd'hui aussi, un réseau de 300 fusils campait quelque part à Bojador. Nos 3 atterrissages, visibles de loin, les avaient peut-être alertés, et nous commencions une veille qui pouvait être la dernière. Nous nous sommes donc installés pour la nuit. Ayant débarqué des soutes à bagages 5 ou 6 caisses de marchandises, nous les avons vidées et disposées en cercle, et au fond de chacune d'elles, comme au creux d'une guérite, nous avons allumé une pauvre bougie, mal protégée contre le vent. Ainsi, en plein désert, sur l'écorce nue de la planète, dans un isolement des premières années du monde, nous avons bâti un village d'hommes. Groupés pour la nuit sur cette grande place de notre village, ce coupon de sable où nos caisses versaient une lueur tremblante, nous avons attendu. Nous attendions l'aube qui nous sauverait, ou les morts. Et je ne sais ce qui donnait à cette nuit son goût de Noël. Nous nous racontions des souvenirs, nous nous plaisantions et nous chantions. Nous goûtions cette même ferveur légère qu'au cœur d'une fête bien préparée. Et cependant nous étions infiniment pauvres. Du vent, du sable, des étoiles. Un style dur pour trappistes. Mais sur cette nappe mal éclairée, 6 ou 7 hommes qui ne possédaient plus rien au monde, sinon leurs souvenirs, se partageaient d'invisibles richesses. Nous nous étions enfin rencontrés. On chemine longtemps côte à côte, enfermé dans son propre silence, ou bien l'on échange des mots qui ne transportent rien. Mais voici l'heure du danger. Alors on s'épaule l'un à l'autre, on découvre que l'on appartient à la même communauté. On s'élargit par la découverte d'autres consciences, on se regarde avec un grand sourire. On est semblable à ce prisonnier délivré qui s'émerveille de l'immensité de la mer. Guillaumet, je dirai quelques mots sur toi, mais je ne te gênerai point en insistant avec lourdeur sur ton courage ou sur ta valeur professionnelle. C'est autre chose que je voudrais décrire en racontant la plus belle de tes aventures. Il est une qualité qui n'a point de nom. Peut-être est-ce la gravité, mais le mot ne satisfait pas, car cette qualité peut s'accompagner de la gaieté la plus souriante.
C'est la qualité même du charpentier qui s'installe d'égal à égal en face de sa pièce de bois, la palpe, la mesure, et, loin de la traiter à la légère, rassemble à son propos toutes ses vertus. J'ai lu autrefois, Guillaumet, un récit où l'on célébrait ton aventure, et j'ai un vieux compte à régler avec cette image infidèle. On t'y voyait lançant des boutades de Gavroche, comme si le courage consistait à s'abaisser à des railleries de collégiens, au cœur des pires dangers et à l'heure de la mort. On ne te connaissait pas, Guillaumet. Tu n'éprouves pas le besoin, avant de les affronter, de tourner en dérision tes adversaires. En face d'un mauvais orage, tu juges, voici un mauvais orage. Tu l'acceptes et tu le mesures. Je t'apporte ici, Guillaumet, le témoignage de mes souvenirs. Tu avais disparu depuis 50 heures, en hiver, au cours d'une traversée des Andes. Rentrant du fond de la Patagonie, je rejoignis le pilote Delay à Mendoza. L'un et l'autre, 5 jours durant, nous fouillâmes, en avion, cet amoncellement de montagnes, mais sans rien découvrir. Nos 2 appareils ne suffisaient guère. Il nous semblait que 100 escadrilles, naviguant pendant 100 années, n'eussent pas achevé d'explorer cet énorme massif dont les crêtes s'élèvent jusqu'à 7000 mètres. Nous avions perdu tout espoir. Les contrebandiers même, des bandits qui, là-bas, osent un crime pour 5 francs, nous refusaient d'aventurer, sur les contreforts de la montagne, des caravanes de secours. Nous y risquerions notre vie, nous disait-il. Les Andes en hiver ne rendent point les hommes. Lorsque Delay ou moi atterrissions à Santiago, les officiers chiliens, eux aussi, nous conseillaient de suspendre nos explorations. C'est l'hiver, votre camarade, si même il a survécu à la chute, n'a pas survécu à la nuit. La nuit là-haut, quand elle passe sur l'homme, elle le change en glace. Et lorsque de nouveau je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait, non plus te chercher, mais veiller ton corps, en silence, dans une cathédrale de neige. Enfin, au cours du 7e jour, tandis que je déjeunais entre 2 traversées, dans un restaurant de Mendoza, un homme poussa la porte et cria, oh, peu de choses, « Guillaumet, vivant !» Et tous les inconnus qui se trouvaient là s'embrassèrent. 10 minutes plus tard, j'avais décollé, ayant chargé à bord 2 mécaniciens, Lefebvre et Abri. 40 minutes plus tard, j'avais atterri le long d'une route, ayant reconnu à je ne sais quoi la voiture qui t'emportait je ne sais où, du côté de San Rafael. Ce fut une belle rencontre, nous pleurions tous, et nous t'écrasions dans nos bras, vivants, ressuscités, auteur de ton propre miracle. C'est alors que tu exprimas, et ce fut ta première phrase intelligible, un admirable orgueil d'homme. Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Plus tard, tu nous racontas l'accident. Une tempête qui déversa 5 mètres d'épaisseur de neige en 48 heures sur le versant chilien des Andes, bouchant tout l'espace, les Américains de la Panère avaient fait demi-tour. Tu décollais pourtant à la recherche d'une déchirure dans le ciel. Tu le découvrais un peu plus au sud, ce piège, et maintenant, vers 6500 mètres, dominant les nuages qui ne plafonnaient qu'à 6000 et dont émergeaient seules les hautes crêtes, tu mettais le cap sur l'Argentine. Les courants descendants donnent parfois au pilote une bizarre sensation de malaise. Le moteur tourne rond, mais l'on s'enfonce. On cabre pour sauver son altitude, l'avion perd sa vitesse et devient mou. On s'enfonce toujours. On rend la main, craignant maintenant d'avoir trop cabré. On se laisse dériver sur la droite ou sur la gauche pour s'adosser à la crête favorable, celle qui reçoit les vents comme un tremplin, mais l'on s'enfonce encore. C'est le ciel entier qui semble descendre. On se sent pris alors dans une sorte d'accident cosmique. Il n'est plus de refuge. On tente en vain le demi-tour pour rejoindre en arrière les zones où l'air vous soutenait, solide et plein comme un pilier. Mais il n'est plus de pilier. Tout se décompose et l'on glisse dans un délabrement universel vers le nuage qui monte mollement, se hausse jusqu'à vous et vous absorbe. J'avais déjà failli me faire coincer, nous disais-tu, mais je n'étais pas convaincu encore. On rencontre des courants descendants au-dessus des nuages qui paraissent stables, pour la simple raison qu'à la même altitude, ils se recomposent indéfiniment. Tout est si bizarre en haute montagne. Et quel nuage! Aussitôt pris, je lâchai les commandes, me cramponnant au siège pour ne point me laisser projeter au dehors. Les secousses étaient si dures que les courroies me blessaient aux épaules et eussent sauté. Le givrage de plus m'avait privé net de tout horizon instrumental et je fus roulé comme un chapeau de 6000 à 3005. À 3005, j'entrevis une masse noire horizontale qui me permit de rétablir l'avion. C'était un étang que je reconnus, la Laguna Diamante. Je la savais loger au fond d'un entonnoir, dont un des flancs, le volcan Maipú, s'élève à 6900 mètres. Quoique délivré du nuage, j'étais encore aveuglé par d'épais tourbillons de neige, et ne pouvais lâcher mon lac sans m'écraser contre un des flancs de l'entonnoir. Je tournai donc autour de la lagune, à 30 mètres d'altitude, jusqu'à la panne d'essence. Après 2 heures de manège, je me posai et capotai.
Quand je me dégageais de l'avion, la tempête me renversa. Je me rétablis sur mes pieds, elle me renversa encore. J'en fus réduit à me glisser sous la carlingue et à creuser un abri dans la neige. Je m'enveloppais là de sacs postaux et 48 heures durant j'attendis. Après quoi, la tempête apaisée, je me mis en marche. Je marchais 5 jours et 4 nuits. Mais que restait-il de toi, Guillaumet? Nous te retrouvions bien, mais calciné, mais racorni, mais rapetissé comme une vieille. Le soir même, en avion, je te ramenais à Mendoza, où des draps blancs coulaient sur toi comme un baume. Mais ils ne te guérissaient pas. Tu étais encombré de ce corps courbattu, que tu tournais et retournais sans parvenir à le loger dans le sommeil. Ton corps n'oubliait pas les rochers ni les neiges. Il te marquait. J'observais ton visage noir tuméfié, semblable à un fruit blé qui a reçu des coups. Tu étais très laid et misérable, ayant perdu l'usage de beaux outils de ton travail. Tes mains demeuraient gourdes, et quand, pour respirer, tu t'asseyais sur le bord de ton lit, tes pieds gelés pendaient comme deux poids morts. Tu n'avais même pas terminé ton voyage, tu haletais encore, et lorsque tu te retournais contre l'oreiller pour chercher la paix, alors une procession d'images que tu ne pouvais retenir, une procession qui s'impatientait dans les coulisses, aussitôt se mettait en branle sous ton crâne. Et elle défilait, et tu reprenais 20 fois le combat contre des ennemis qui ressuscitaient de leurs cendres. Je te remplissais de tisane, bois mon vieux. Ce qui m'a le plus étonné, tu sais, boxeur vainqueur mais marqué des grands coups reçus, tu revivais ton étrange aventure, et tu t'en délivrais par bribes, et je t'apercevais au cours de ton récit nocturne, marchant, sans piolet, sans corde, sans vivre, escaladant des cols de 4500 mètres, ou progressant le long de parois verticales, saignant des pieds, des genoux et des mains, par 40 degrés de froid. Vidé peu à peu de ton sang, de tes forces, de ta raison, tu avançais avec un entêtement de fourmi, revenant sur tes pas pour contourner l'obstacle, te relevant après les chutes, ou remontant celles des pentes qui n'aboutissaient qu'à l'abîme, ne t'accordant enfin aucun repos, car tu ne serais pas relevé du lit de neige. Et, en effet, quand tu glissais, tu devais te redresser vite afin de n'être point changé en pierre. Le froid te pétrifiait de seconde en seconde, et pour avoir goûté après la chute une minute de repos de trop, tu devais faire jouer pour te relever des muscles morts. Tu résistais aux tentations. Dans la neige, me disais-tu, on perd tout instinct de conservation. Après 2, 3, 4 jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais, mais je me disais, ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un salaud si je ne marche pas. Et tu marchais, et, de la pointe du canif, tu entamais chaque jour un peu plus l'échancrure de tes souliers pour que tes pieds qui gelaient et gonflaient y pussent tenir. Tu m'as fait cette étrange confidence. Dès le second jour, vois-tu, mon plus gros travail fut de m'empêcher de penser. Je souffrais trop et ma situation était par trop désespérée. Pour avoir le courage de marcher, je ne devais pas la considérer. Malheureusement, je contrôlais mal mon cerveau, il travaillait comme une turbine, mais je pouvais lui choisir encore ses images. Je l'emballais sur un film, un livre, et le film ou le livre défilait en moi à toute allure. Puis ça me ramenait à ma situation présente, immanquablement, alors je le lançais sur d'autres souvenirs. Une fois cependant, ayant glissé, allongé à plat ventre dans la neige, tu renonças à te relever. Tu étais semblable au boxeur qui, vidé d'un coup de toute passion, entend les secondes tomber une à une dans un univers étranger, jusqu'à la 10e qui est sans appel. J'ai fait ce que j'ai pu et je n'ai point d'espoir, pourquoi m'obstiner dans ce martyre? Il te suffisait de fermer les yeux pour faire la paix dans le monde, pour effacer du monde les rocs, les glaces et les neiges. À peine closes ses paupières miraculeuses, il n'était plus ni coups, ni chutes, ni muscles déchirés, ni gel brûlant, ni ce poids de la vie à traîner quand on va comme un bœuf, et qu'elle se fait plus lourde qu'un char. Déjà tu le goûtais, ce froid devenu poison, et qui, semblable à la morphine, t'emplissait maintenant de béatitude. Ta vie se réfugiait autour du cœur. Quelque chose de doux et de précieux se blottissait au centre de toi-même. Ta conscience peu à peu abandonnait les régions lointaines de ce corps qui, bête jusqu'alors gorgée de souffrance, participait déjà de l'indifférence du marbre. Tes scrupules même s'apaisaient, nos appels ne t'atteignaient plus, ou, plus exactement, se changeaient pour toi en appels de rêve. Tu répondais heureux par une marche de rêve, par de longues enjambées faciles, qui t'ouvraient sans effort les délices des plaines. Avec quelle aisance tu glissais dans un monde devenu si tendre pour toi. Ton retour, Guillaumet, tu décidais, avare, de nous le refuser. Les remords vinrent dans l'arrière-fond de ta conscience. Au songe se mêlaient soudain des détails précis. Je pensais à ma femme, ma police d'assurance lui épargnerait la misère. Oui, mais l'assurance. Dans le cas d'une disparition, la mort légale est différée de 4 années.
Ce détail t'a paru éclatant, effaçant les autres images. Or, tu étais étendu à plat ventre sur une forte pente de neige. Ton corps, l'été venu, roulerait avec cette boue vers une des 1000 crevasses des Andes. Tu le savais. Mais tu savais aussi qu'un rocher émergeait à 50 mètres devant toi. J'ai pensé, si je me relève, je pourrais peut-être l'atteindre. Et si je cale mon corps contre la pierre, l'été venu, on le retrouvera. Une fois debout, tu marchas 2 nuits et 3 jours. Mais tu ne pensais guère aller loin. Je devinais la fin à beaucoup de signes. Voici l'un d'eux. J'étais contraint de faire halte toutes les 2 heures environ pour fendre un peu plus mon soulier, frictionner de neige mes pieds qui gonflaient, ou simplement pour laisser reposer mon cœur. Mais vers les derniers jours, je perdais la mémoire. J'étais reparti depuis longtemps déjà, lorsque la lumière se faisait en moi. J'avais chaque fois oublié quelque chose. La première fois, ce fut un gant. Et c'était grave par ce froid. Je l'avais déposé devant moi et j'étais reparti sans le ramasser. Ce fut ensuite ma montre, puis mon canif, puis ma boussole. À chaque arrêt, je m'appauvrissais. Ce qui sauve, c'est de faire un pas, encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Cette phrase, la plus noble que je connaisse, cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit les hiérarchies vraies, me revenait à la mémoire. Tu t'endormais enfin, ta conscience était abolie, mais de ce corps démantelé, fripé, brûlé, elle allait renaître au réveil, et de nouveau le dominer. Le corps alors n'est plus qu'un bon outil, le corps n'est plus qu'un serviteur. Et cet orgueil du bon outil, tu savais l'exprimer aussi, Guillaumet. Privé de nourriture, tu t'imagines bien qu'au 3e jour de marche, mon cœur, ça n'allait plus très fort. Eh bien, le long d'une pente verticale sur laquelle je progressais, suspendu au-dessus du vide, creusant des trous pour loger mes poings, voilà que mon cœur tombe en panne. Ça hésite, ça repart, ça bat de travers. Je sens que s'il hésite une seconde de trop, je lâche. Je ne bouge plus et j'écoute en moi. Jamais, tu m'entends, jamais en avion je ne me suis senti accroché d'aussi près à mon moteur, que je ne me suis senti pendant ces quelques minutes-là suspendu à mon cœur. Je lui disais, allons, un effort, tâche de battre encore. Mais c'était un cœur de bonne qualité, il hésitait puis repartait toujours. Si tu savais combien j'étais fier de ce cœur. Dans la chambre de Mendoza où je te veillais, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé. Et je pensais, si on lui parlait de son courage, Guillaumet hausserait les épaules, mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Surtout si on l'observe avec cette gravité lucide. Le courage de Guillaumet avant tout est un effet de sa droiture. Sa véritable qualité n'est point là. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf, là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable un peu du destin des hommes, dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir de larges horizons de leur feuillage. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que ses camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. On veut confondre de tels hommes avec les toréadors ou les joueurs. On vante leur mépris de la mort. Mais je me moque bien du mépris de la mort. S'il ne tire pas ses racines d'une responsabilité acceptée, il n'est que signe de pauvreté ou d'excès de jeunesse. J'ai connu un suicidé jeune. Je ne sais plus quel chagrin d'amour l'avait poussé à se tirer soigneusement une balle dans le cœur. Je ne sais à quelle tentation littéraire il avait cédé en habillant ses mains de gants blancs, mais je me souviens d'avoir ressenti en face de cette triste parade une impression non de noblesse mais de misère. Ainsi derrière ce visage aimable, sous ce crâne d'homme, il n'y avait rien eu, rien, sinon l'image de quelque sotte petite fille semblable à d'autres. Face à cette destinée maigre, je me rappelais une vraie mort d'homme, celle d'un jardinier qui me disait « Vous savez, parfois je suais quand je bêchais, mon rhumatisme me tirait la jambe, et je pestais contre cet esclavage. Eh bien aujourd'hui je voudrais bêcher, bêcher dans la terre. Bêcher ça me paraît tellement beau, on est tellement libre quand on bêche. Et puis, qui va travailler aussi mes arbres ? » Il laissait une terre en friche, il laissait une planète en friche. Il était lié d'amour à toutes les terres et à tous les arbres de la terre. C'était lui le généreux, le prodigue, le grand seigneur. C'était lui, comme Guillaumet, l'homme courageux, quand il luttait au nom de sa création contre la mort. Chapitre 3. L'avion.
Qu'importe, Guillaumet, si tes journées et tes nuits de travail s'écoulent à contrôler des manomètres, à t'équilibrer sur des gyroscopes, à ausculter des souffles de moteur, à t'épauler contre 15 tonnes de métal. Les problèmes qui se posent à toi sont, en fin de compte, des problèmes d'homme, et tu rejoins, d'emblée, de plein pied, la noblesse du montagnard. Aussi bien qu'un poète, tu sais savourer l'annonce de l'aube. Du fond de l'abîme des nuits difficiles, tu as souhaité si souvent l'apparition de ce bouquet pâle, de cette clarté qui sourd à l'est des terres noires. Cette fontaine miraculeuse, quelquefois devant toi, s'est dégelée avec lenteur et t'a guéri quand tu croyais mourir. L'usage d'un instrument savant n'a pas fait de toi un technicien sec. Il me semble qu'ils confondent but et moyen, ce qui s'effraie par trop de nos progrès techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de biens matériels, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but, l'avion n'est pas un but, c'est un outil comme la charrue. Si nous croyons que la machine abîme l'homme, c'est que, peut-être, nous manquons un peu de recul pour juger les effets de transformation aussi rapides que celles que nous avons subies. Que sont les 100 années de l'histoire de la machine en regard des 2000 années de l'histoire de l'homme? C'est à peine si nous nous installons dans ce paysage de mines et de centrales électriques. C'est à peine si nous commençons d'habiter cette maison nouvelle, que nous n'avons même pas achevé de bâtir. Tout a changé si vite autour de nous, rapports humains, conditions de travail, coutumes. Notre psychologie elle-même a été bousculée dans ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, d'absence, de distance, de retour, si les mots sont demeurés les mêmes, ne contiennent plus les mêmes réalités. Pour saisir le monde aujourd'hui, nous usons d'un langage qui fut établi pour le monde d'hier. Et la vie du passé nous semble mieux répondre à notre nature, pour la seule raison qu'elle répond mieux à notre langage. Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin hors d'habitudes que nous avions à peine acquises, et nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. Nos courses d'avion n'ont point d'autre sens. Celui-là monte plus haut, court plus vite. Nous oublions pourquoi nous le faisons courir. La course provisoirement l'emporte sur son objet. Et il en est toujours de même. Pour le colonial qui fonde son empire, le sens de la vie est de conquérir. Le soldat méprise le colon. Mais le but de cette conquête n'était-il pas l'établissement de ce colon? Ainsi, dans l'exaltation de nos progrès, nous avons fait servir les hommes à l'établissement des voies ferrées, à l'érection des usines, au forage de puits de pétrole. Nous avions un peu oublié que nous dressions ces constructions pour servir les hommes. Notre morale fut, pendant la durée de la conquête, une morale de soldat, mais il nous faut maintenant coloniser. Il nous faut rendre vivante cette maison neuve qui n'a point encore de visage. La vérité pour l'un fut de bâtir, elle est pour l'autre d'habiter. Notre maison se fera sans doute peu à peu plus humaine. La machine elle-même, plus elle se perfectionne, plus elle s'efface derrière son rôle. Il semble que tout l'effort industriel de l'homme, tous ses calculs, toutes ses nuits de veille sur les épures, n'aboutissent comme signe visible qu'à la seule simplicité, comme s'il fallait l'expérience de plusieurs générations pour dégager peu à peu la courbe d'une colonne, d'une carène ou d'un fuselage d'avion, jusqu'à leur rendre la pureté élémentaire de la courbe d'un sein ou d'une épaule. Il semble que le travail des ingénieurs, des dessinateurs, des calculateurs du bureau d'études ne soit ainsi en apparence que de polir et d'effacer, d'alléger ce raccord, d'équilibrer cette aile, jusqu'à ce qu'on la remarque plus, jusqu'à ce qu'il y ait plus une aile accrochée à un fuselage, mais une forme parfaitement épanouie, enfin dégagée de sa gangue, une sorte d'ensemble spontané, mystérieusement lié, et de la même qualité que celle du poème. Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule. La perfection de l'invention confine ainsi à l'absence d'invention, et, de même que, dans l'instrument, toute mécanique apparente s'est peu à peu effacée, et qu'il nous est livré un objet aussi naturel qu'un galet poli par la mer, il est également admirable que, dans son usage même, la machine peu à peu se fasse oublier. Nous étions autrefois en contact avec une usine compliquée, mais aujourd'hui nous oublions qu'un moteur tourne. Il répond enfin à sa fonction, qui est de tourner, comme un cœur bat, et nous ne prêtons point, non plus, attention à notre cœur. Cette attention n'est plus absorbée par l'outil. Au-delà de l'outil, et à travers lui, c'est la vieille nature que nous retrouvons, celle du jardinier, du navigateur ou du poète. C'est avec l'eau, c'est avec l'air que le pilote qui décolle entre en contact. Lorsque les moteurs sont lancés, lorsque l'appareil déjà creuse la mer, contre un clapotis dur, la coque sonne comme un gong, et l'homme peut suivre ce travail à l'ébranlement de ses reins. Il sent l'hydravion, seconde par seconde, à mesure qu'il gagne sa vitesse, se charger du pouvoir.
Il sent se préparer dans ses 15 tonnes de matière, cette maturité qui permet le vol. Le pilote ferme les mains sur les commandes et, peu à peu, dans ses paumes creuses, il reçoit ce pouvoir comme un don. Les organes de métal des commandes, à mesure que ce don lui est accordé, se font les messagers de sa puissance. Quand elle est mûre, d'un mouvement plus souple que celui de cueillir, le pilote sépare l'avion d'avec les eaux et l'établit dans les airs. Chapitre 4. L'avion et la planète. L'avion est une machine sans doute, mais quel instrument d'analyse. Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la Terre. Les routes, en effet, durant des siècles, nous ont trompés. Nous ressemblions à cette souveraine qui désira visiter ses sujets et connaître s'ils se réjouissaient de son règne. Ses courtisans, afin de l'abuser, dressèrent sur son chemin quelques heureux décors et payèrent des figurants pour y danser. Hors du mince fil conducteur, elle n'entrevit rien de son royaume, et ne sut point qu'au large des campagnes ceux qui mouraient de faim la maudissaient. Ainsi cheminions-nous le long des routes sinueuses. Elles évitent les terres stériles, les rocs, les sables. Elles épousent les besoins de l'homme et vont de fontaine en fontaine. Elles conduisent les campagnards de leurs grands eaux érablées, reçoivent au seuil des étables le bétail encore endormi et le versent dans l'aube aux luzernes. Elles joignent ce village à cet autre village, car de l'un à l'autre on se marie. Et si même l'une d'elles s'aventure à franchir un désert, la voilà qui fait 20 détours pour se réjouir des oasis. Ainsi trompés par leurs inflexions, comme par autant d'indulgents mensonges, ayant longé, au cours de nos voyages, tant de terres bien arrosées, tant de vergers, tant de prairies, nous avons longtemps embelli l'image de notre prison. Cette planète, nous l'avons crue humide et tendre. Mais notre vue s'est aiguisée, et nous avons fait un progrès cruel. Avec l'avion, nous avons appris la ligne droite. À peine avons-nous décollé, nous lâchons ces chemins qui s'inclinent vers les abreuvoirs et les étables, ou serpentent de ville en ville. Affranchis désormais des servitudes bien-aimées, délivrés du besoin des fontaines, nous mettons le cap sur nos buts lointains. Alors seulement, du haut de nos trajectoires rectilignes, nous découvrons le soubassement essentiel, l'assise de roc, de sable et de sel, où la vie, quelquefois, comme un peu de mousse au creux des ruines, ici et là, se hasarde à fleurir. Nous voilà donc changés en physiciens, en biologistes, examinant ces civilisations qui ornent des fonds de vallée, et parfois, par miracle, s'épanouissent comme des parcs là où le climat les favorise. Nous voilà donc jugeant l'homme à l'échelle cosmique, l'observant à travers nos hublots, comme à travers des instruments d'étude. Nous voilà relisant notre histoire. Le pilote qui se dirige vers le détroit de Magellan survole un peu au sud de Rio Gallegos une ancienne coulée de lave. Ces décombres pèsent sur la plaine de leurs 20 mètres d'épaisseur. Puis il rencontre une seconde coulée, une troisième, et désormais chaque bosse du sol, chaque mamelon de 200 mètres, porte au flanc son cratère. Point d'orgueilleux Vésuve, posé à même la plaine, des gueules d'obusier. Mais aujourd'hui le calme s'est fait, on le subit avec surprise dans ce paysage désaffecté où 1000 volcans se répondaient l'un l'autre de leurs grandes orgues souterraines quand ils crachaient leur feu. Et l'on survole une terre désormais muette, ornée de glaciers noirs. Mais plus loin, des volcans plus anciens sont habillés déjà d'un gazon d'or. Un arbre parfois pousse dans leur creux, comme une fleur dans un vieux pot. Sous une lumière couleur de fin du jour, la plaine se fait luxueuse comme un parc, civilisée par l'herbe courte, et ne se bombe plus qu'à peine autour de ses gosiers géants. Un lièvre détale, un oiseau s'envole. La vie a repris possession d'une planète neuve, où la bonne patte de la Terre s'est enfin déposée sur l'astre. Enfin, un peu avant Punta Arenas, les derniers cratères se comblent. Une pelouse unie épouse les courbes des volcans. Ils ne sont plus désormais que douceur. Chaque fissure est recousue par ce lin tendre. La terre est lisse, les pentes sont faibles, et l'on oublie leur origine. Cette pelouse efface, du flanc des collines, le signe sombre. Et voici la ville la plus sud du monde, permise par le hasard d'un peu de boue, entre les laves originelles et les glaces australes. Si près des coulées noires, comme on sent bien le miracle de l'homme, l'étrange rencontre. On ne sait comment, on ne sait pourquoi, ce passager visite ces jardins préparés, et habitables pour un temps si court, une époque géologique, un jour béni parmi les jours. J'ai atterri dans la douceur du soir, Punta Arenas. Je m'adosse contre une fontaine et regarde les jeunes filles. À 2 pas de leur grâce, je sens mieux encore le mystère humain. Dans un monde où la vie rejoint si bien la vie, où les fleurs, dans le lit même du vent, se mêlent aux fleurs, où le cygne connaît tous les signes, les hommes seuls bâtissent leur solitude. Quel espace réserve entre eux leur part spirituelle? Un songe de jeune fille l'isole de moi, comment l'y joindre?
Que connaître d'une jeune fille qui rentre chez elle à pas lents, les yeux baissés et se souriant elle-même, et déjà pleine d'inventions et de mensonges adorables. Elle a pu, des pensées, de la voix et des silences d'un amant, se former un royaume, et dès lors il n'est plus pour elle, en dehors de lui, que des barbares. Mieux que dans une autre planète, je la sens enfermée dans son secret, dans ses coutumes, dans les échos chantants de sa mémoire. Née hier de volcans, de pelouses ou de la saumure des mers, la voici déjà à demi divine. Punta Arenas, je m'adosse contre une fontaine. Des vieilles viennent y puiser. De leur drame, je ne connaîtrai que ce mouvement de servante. Un enfant, la nuque au mur, pleure en silence. Il ne subsistera de lui, dans mon souvenir, qu'un bel enfant à jamais inconsolable. Je suis un étranger, je ne sais rien. Je n'entre pas dans leurs empires. Dans quel mince décor se joue ce vaste jeu des haines, des amitiés, des joies humaines? D'où les hommes tirent-ils ce goût d'éternité, hasardés comme ils sont sur une lave encore tiède et déjà menacés par les sables futurs, menacés par les neiges? Leurs civilisations ne sont que fragiles dorures, un volcan les efface, une mer nouvelle, un vent de sable. Cette ville semble reposer sur un vrai sol que l'on croit riche en profondeur comme une terre de Beauce. On oublie que la vie, ici comme ailleurs, est un luxe, et qu'il est nulle part de terre bien profonde sous le pas des hommes. Mais je connais à 10 kilomètres de Punta Arenas un étang qui nous le démontre. Cerné d'arbres rabougris et de maisons basses, humble comme une mare dans une cour de ferme, il subit inexplicablement les marées. Poursuivant nuit et jour sa lente respiration parmi tant de réalités paisibles, ses roseaux, ses enfants qui jouent, il obéit à d'autres lois. Sous la surface unie, sous la glace immobile, sous l'unique barque délabrée, l'énergie de la lune opère. Des remous marins travaillent dans les profondeurs cette masse noire. D'étranges digestions se poursuivent, là, autour et jusqu'au détroit de Magellan, sous la couche légère d'herbes et de fleurs. Cette mare de 100 mètres de large, au seuil d'une ville où l'on se croit chez soi, bien établie sur la terre des hommes, bas du pouls de la mer.